Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous parler et de voir que vous êtes aussi nombreux. J'espère que ce n'est pas le signe que vous vous sentez particulièrement concerné par ce problème et que vous dites « Ouh là là, zut, 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 qu'est-ce qui se passe ?» D'autant plus que le thème de cette conférence est quand même un peu déroutant, parce qu'il peut nous faire hésiter entre la curiosité, la culpabilité et l'indifférence. La curiosité, parce que l'idée du mensonge, médisance, calomnie, il y a un petit côté ragot, potin, cancan qui nous plaît toujours. La culpabilité, parce que on peut pressentir qu'on n'est pas toujours hyper réglo dans le sujet et que c'est pas très glorieux et qu'on a peur de prendre cher. Et ça, je vous dis, vous en aurez pour votre argent, c'est clair. Et puis l'indifférence, parce qu'on dit, bon, finalement, c'est pas si grave que ça, un petit mensonge de ci, de là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, il n'y a pas mort d'homme. Eh bien si, je vous le dis tout de suite, il y a mort d'homme. Au moins vous le savez, je spoil un peu la fin, mais dans le mensonge, il y a quelque chose de l'homicide. Il est d'autant plus important de parler de ce sujet que, en réalité, on constate que très souvent notre connaissance de la question, qu'est-ce que c'est exactement que le mensonge, la médisance, la calomnie et autres péchés de langue, notre connaissance est généralement très approximative et, ce que je viens d'évoquer, la matière est plus sérieuse qu'on ne le pense. D'où l'intérêt de se former. Alors, mensonge, médisance, calomnie, ce sont des péchés, je ne vous apprends rien, c'était complété dans le titre « Les péchés de langue ». Quand on réfléchit ou quand on regarde ce que c'est qu'un péché, il y a plusieurs manières de l'envisager, et notamment une manière de faire est de voir à quelle vertu un péché s'oppose. Et ça, je vous donne le truc parce que c'est une très bonne manière, et c'est peut-être la plus riche, pour faire son examen de conscience. Non pas de regarder les péchés par rapport à la loi, par rapport à je ne sais trop quoi, mais de partir des vertus. Alors ça suppose de les connaître et de voir quels sont les péchés qui s'y opposent. C'est ça l'intérêt du topo de ce soir, au moins pour un. Mais partir des vertus est très constructif. Quelles sont les principales vertus? Juste comme ça, pour voir. Ouais. Comment? Foi, espérance, charité. Ça, ce sont les trois principales vertus dites théologales. Et à côté de ça, il y en a 4 autres qu'on appelle les vertus bien et qui sont force, prudence, justice, tempérance. Ok. Par rapport aux vertus cardinales, puisque de toute façon un péché s'attaque toujours aux vertus théologales d'une manière ou d'une autre, par rapport aux péchés cardinaux, par rapport aux vertus cardinales, force, prudence, justice, tempérance. Force, c'est la vertu qui nous fait écarter les obstacles sur le chemin du bien. Prudence, c'est la vertu qui me fait discerner ici et maintenant le bien que j'ai à accomplir. Justice, c'est la vertu qui fait que je rends à chacun le bien, le droit qui lui revient. Et tempérance, c'est la vertu qui modère mon appétit sensible, plaisir physique. À quelle vertu s'attaquent principalement les péchés de langue? Mensonge, calomnie, médisance. Justice, exactement. Pourquoi justice, donc? Parce que c'est la vertu où je rends à chacun ce qui lui est dû. Nous avons tous un certain nombre de droits qui sont des biens pour nous, et il nous appartient de respecter les droits des uns des autres. Parmi les différents droits que nous avons tout d'abord un droit à la vie. À la vie physique, à mon intégrité, c'est pas ensuite à l'intégrité corporelle, pas simplement au fait de rester en vie, auquel s'oppose l'homicide, mais aussi de respecter mon intégrité physique, le fait qu'on ne me tape pas, qu'on ne me blesse pas. Et puis le droit à la liberté physique, le fait que je ne suis pas séquestré. Nous avons également un droit de propriété et un droit au respect de mes biens matériels, auquel s'oppose le vol. C'est le terme technique. Une fois en confession, j'ai quelqu'un qui m'a dit « j'ai emprunté quelque chose sans intention de le rendre ». Bon, c'est un peu complexe pour dire « j'ai volé ». Voilà. Autant aller directement à la chose, voilà, c'est plus simple. C'est joli comme périphrase, hein, mais c'est voilà. Le vol. Mais il existe des biens plus importants encore que la vie ou que les biens matériels. Ce sont des biens proprement attachés à notre nature humaine, à notre dignité humaine. Et ces biens
qui sont attachés directement à notre dignité humaine, au fait que nous sommes proprement des êtres humains, on ne peut, plutôt on ne s'y attaque principalement que par le langage. Et derrière le langage, c'est le langage au sens très large. Ce n'est pas simplement ce que je dis en parole, c'est tout ce que j'exprime. Un geste, une grimace, etc., sont autant de langage. Et donc il y a des péchés qui se commettent par la langue et qui viennent attaquer des biens particulièrement importants. Deux grands domaines de biens, plutôt deux grandes situations. Il y a des moments où, par le langage, par ma parole, par la langue, je m'attaque au bien de mon interlocuteur, celui auquel je parle. Et ce cas-là, ce par quoi je m'y attaque, c'est en tronquant la vérité. L'autre, mon interlocuteur, a un droit à la vérité, et je m'attaque à ce droit-là. Ça va être le mensonge. Et ce sera la première partie de cet exposé. Et puis ensuite, il y a un deuxième registre où je m'attaque non plus au bien de celui à qui je parle, mais je m'attaque au bien de celui dont je parle. C'est pas pareil. Et là, ce sont tout ce qu'on appelle, au sens propre, les péchés de langue. On va voir ça dans un deuxième temps. Tout d'abord, la question de la vérité, du vrai et du faux. Il y aura, donc ça c'est le grand 1, la vérité. La vérité et ses blessures, et il y aura deux sous-parties. Grand A, la vérité, grand B, les attaques à la vérité. La vérité, grand A. Nous vivons, et ça je pense que vous l'avez repéré, ce n'est pas un scoop, dans un contexte culturel de très grande relativité, notamment donc dans le domaine de la vérité. Globalement, c'est commun, courant de dire que plus rien n'est vrai, qu'il n'y a pas de vérité absolue, que tout le monde a raison, que chacun peut penser ce qu'il pense, etc. Nous, chrétiens, nous pensons que c'est faux. D'ailleurs, le fait d'affirmer que tout le monde a sa vérité, c'est une affirmation d'une vérité dogmatique. Donc c'est déjà contradictoire dans le terme, dans la formulation. Mais les modernes ne sont pas à une incohérence près. Nous tenons que la vérité existe, qu'il y a une vérité et qu'elle peut même être unique. Que quelque chose ne peut pas être vrai et faux en même temps et sous le même rapport. Et pourquoi cela ? Alors c'est là où ça va être un tout petit peu technique, parce que la vérité est d'abord objective, au sens où elle est attachée à la chose, à l'objet, indépendamment de la connaissance que j'en ai. Cette table est vraiment une table. Que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas, ça ne change rien. Cette table a une vérité de table. La vérité de cette table est attachée à la table elle-même. C'est vraiment une table. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une glace au nougat, c'est une table. Donc la vérité, elle est d'abord dans la chose. Et ensuite, dans un deuxième temps, la question est la manière dont, subjectivement, je connais, j'atteins, je saisis la vérité de cette chose. Est-ce que mon jugement est en adéquation avec ce qu'est réellement la chose? Je suis dans la vérité quand je suis capable de dire, tiens, c'est une table. Parce que mon jugement est en adéquation avec la réalité. La vérité pour nous, c'est cela, l'adéquation entre mon jugement et la réalité. Venez, rentrez. Est-ce que c'est clair là-dessus? Ça, c'est un point très, très, très important. La vérité, pour nous, c'est l'adéquation entre notre jugement et la réalité. Et c'est pourquoi la vérité est unique. Parce que il y a un grand principe qui est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction et qui fait qu'une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Je ne peux pas être et ne pas être en même temps en train de vous parler dans cette salle. Soit je suis là en train de vous parler, soit je ne suis pas là en train de vous parler. Sous le même rapport. Ce qui veut dire que vous pouvez être physiquement présent dans cette salle
et mentalement absent. On n'est plus sous le même rapport. Mais physiquement, soit vous êtes là, soit vous n'êtes pas là. On ne peut pas avoir les deux. C'est tout simplement du bon sens. C'est ça ce qui est très étonnant que certains le contestent, parce que c'est du bon sens. Et là-dessus, pour ceux qui vous disent que la vérité est relative, etc., il faut ramener à des exemples de bon sens. Oui, concrètement, quelle est la chose? Et on le voit bien dans des situations concrètes. Est-ce que c'est cette voiture-là ou l'autre qui a grillé le feu rouge? Quelle est celle des deux dans l'accident qui a grillé le feu rouge? Point. Objectivement, il y en a une des deux qui l'a fait. Là-dessus, le monde relativiste utilise beaucoup, notamment, un conte hindou à base de 6 aveugles et d'un éléphant. Alors ça séduit le monde moderne. Dire, oh, c'est fantastique ce conte, ça montre bien qu'effectivement, tout est relatif. Et alors que se passe-t-il? Vous avez 6 aveugles qui chacun tâtent un éléphant. Et chacun a une partie différente. Alors celui qui touche la jambe va dire, ah ben non, ben en fait ça c'est un pilier. Il y en a un autre qui, touchant la queue, va dire, ah ben c'est une corde. L'autre, en touchant l'oreille, va dire, c'est un éventail. Le ventre, c'est un mur. Les défenses, en disant, bah, ça c'est un instrument de musique. Et puis je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. Elle dit, ben voilà, la vérité relative. Bah oui, lui il a touché, effectivement, quand il touche la jambe, on comprend qu'il touche un pilier. Mais non, en fait, ils ont tous faux. Ils ont touché ni un pilier, ni un mur, ni un éventail. Hein. Ils ont touché un éléphant. La vérité, c'est que c'est un éléphant. C'est pas un pilier, c'est pas une muraille, c'est un éléphant. La vérité, c'est donc la connaissance, l'adéquation de mon jugement avec la réalité, laquelle réalité, en soi, est unique. Elle ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Pas encore de contestation? Bien. Cette vérité, adéquation de mon jugement à la réalité, a donc son siège dans mon intelligence. Et elle fait partie, mon intelligence, de ma dignité d'homme. Ce qui fait que je suis être humain et que je me distingue des animaux, c'est qu'il y a en moi une intelligence capable de connaître le vrai. Et donc, la connaissance du vrai est un droit important dont je jouis. De sorte qu'on ne peut pas porter atteinte à ce droit-là. C'est une atteinte grave à la dignité de la personne. Quand je porte atteinte à la connaissance de la vérité d'une autre personne, et d'une manière, on va préciser dans quelles conditions, etc., c'est une atteinte à un droit important de l'autre. Et ce droit de connaissance à la vérité crée aussi un devoir de recherche de la vérité. Vous êtes ici parce que vous voulez vous former, et vous former à ce qui est vrai, et que ce faisant, vous honorez votre dignité d'être humain et de chrétien, c'est-à-dire de votre devoir de connaître le vrai. Et ce qui va poser d'ailleurs au passage une question délicate qui est celle du devoir de communiquer une vérité. Dans quelle mesure est-ce que je suis tenu de dire toute la vérité à quelqu'un? Le principe est que normalement l'autre a le droit à toute la vérité. Mais il peut y avoir des restrictions. Selon le type de vérité et ce que je dis, à qui je le dis. Le fait que je ne dise pas toute la vérité ne m'autorisera pas à mentir. J'ai eu 4 aujourd'hui en maths et 18 en histoire géo. Et sur le retour de cours, je croise une jeune fille que j'essaye de draguer depuis 3 mois, avec plus ou moins de succès, et elle me demande si j'ai eu des notes. J'ai 18 en histoire géo, cocotte. Je ne lui ai pas dit toute la vérité. Je lui ai pas dit, ouais, puis j'ai aussi eu 4 en maths. Sauf si j'essaye de me faire valoir par ma nullité en maths, ce qui est aussi une autre stratégie. Ça peut éveiller son cœur maternel en disant, oh mon pauvre chéri, etc., etc. Bon, différentes stratégies. Bon, en tout cas, je n'ai pas dit toute la vérité. Je lui ai pas menti, et je ne suis pas tenu de tout lui dire. J'arrive à la maison. Ma mère, qui m'aime beaucoup, me demande si j'ai eu des notes. Je dis, bah, j'ai eu 18 en histoire géo.
et je ne lui parle pas du 4, là c'est autre chose. Ma mère, elle, a un droit de connaître ce 4. Et si je ne lui en parle pas, je blesse le droit objectif qu'elle a à connaître cette note. Bon, ça ne vous arrive pas, parce que d'une part, vous n'avez jamais de 4, puis deuxièmement, vous ne faites jamais ça à vos parents. Je sais, pour certains, c'est déjà une bonne note, mais bon, ça c'est une autre question. Partant de cette première approche, de cette approche assez rapide, sommaire de ce qu'est la vérité, voyons sa principale atteinte qui est le mensonge. 3 caractéristiques dans le mensonge. Premièrement, ce qu'on appelle la dimension matérielle, la fausseté du propos. Ce que je dis est faux, ne correspond pas à la réalité. Ce que je dis est matériellement faux. Deuxième composante du mensonge, la volonté de dire le faux. J'ai dit le faux et j'ai voulu dire le faux. Et troisièmement, l'intention de tromper, c'est-à-dire faire croire le faux. Ce qui est le plus important, ce qui va être déterminant, le plus déterminant pour la définition du mensonge, c'est le fait d'avoir voulu dire le faux. Et sous ce rapport-là, ça va avoir une petite incidence qui est que si je dis le faux alors que je le pense vrai, il n'y a pas de mensonge. Et si par exemple, je vous dis Macron est mort, bah, je viens d'apprendre Macron est mort, etc. Et moi je suis persuadé que c'est vrai, alors qu'en fait il est vivant, je n'ai pas commis un mensonge. J'ai commis une erreur. Mais je n'ai pas voulu vous dire le faux. Si en revanche, je dis le faux, ou plutôt je dis quelque chose que je sais faux alors que c'est vrai, je commets un mensonge. Si je vous dis, je suis désolé, il faut que je parte dans un quart d'heure parce que je suis pris par les obsèques de je ne sais trop qui, ou j'ai quelqu'un qui vient de décéder, il faudra que j'aille voir la famille, alors que dans mon esprit, la personne va très bien, si en réalité, objectivement, la personne est décédée, mais que j'ignore, dans mon esprit c'était un mensonge, je vous ai quand même menti, même si en réalité c'est vrai. Vous voyez bien les nuances ? Donc la question c'est est-ce que j'ai voulu dire le faux par rapport à ce que moi je connais de la vérité ? On va avoir, partant de là, plusieurs catégories plusieurs types de mensonges. On va avoir 2 grandes distinctions de mensonges. Premièrement, on va distinguer le mensonge selon sa nature. Puis ensuite, on verra selon son but. Selon la nature, c'est là qu'on va distinguer la jactance et l'ironie. Alors, ce sont des termes qu'on emploie de temps en temps, mais en fait, pas toujours de la bonne façon. Vous savez, qu'est-ce que tu jactes ? Voilà, la jactance, c'est ça. Qu'est-ce que jacter ? C'est dire au-delà de la vérité. C'est le fait d'exagérer, de surfaire, et notamment ce qui nous concerne. La jactance au sens propre, c'est d'abord vis-à-vis de moi. Je me valorise plus que je ne le mérite. Je m'élève par mes paroles au-delà de ce que je suis. Au-delà, soit simplement de l'image que les autres ont de moi, soit au-delà de ce que je suis vraiment. Donc la jactance, c'est le mensonge par excès, on va dire. Et l'ironie, c'est l'inverse. L'ironie, c'est le fait au contraire d'être en deçà de la vérité. Et là aussi, principalement vis-à-vis de nous au début. C'est-à-dire c'est le fait de se déprécier. Vous vous rappelez quand même la fausse modestie. Celui qui a 18 en cours dit non mais je suis nul, je suis pas bon, je vais encore me planter. À 18, arrête 2 secondes. C'est de l'ironie. C'est le fait de se déprécier donc aux yeux des autres. Plus important comme distinction, la distinction selon le but poursuivi. Et ici, on va distinguer 3 types de mensonges. Le mensonge pernicieux, c'est un mensonge vraiment mauvais, pas bien du tout,
qui va concerner 4 domaines. Soit le mensonge en matière religieuse ou doctrinale, un point de vérité doctrinale ou matière de religion. Deuxièmement, le mensonge qui est nuisible à quelqu'un sans être utile à qui que ce soit. Troisièmement, le mensonge nuisible à quelqu'un même s'il est utile à quelqu'un d'autre. Et puis enfin, le mensonge inspiré par le seul désir de tromper. Ce n'est pas nuisible nécessairement, mais j'ai juste envie de tromper quelqu'un. De mentir. Mentir pour mentir. Deuxième catégorie de mensonge, le mensonge joyeux. Ça, c'est celui qui est fait pour s'amuser, sous mode de plaisanterie. Mais sans intention de nuire. Je veux plaisanter, je ne cherche pas nécessairement à nuire à l'autre, je veux juste plaisanter. Même celui-ci, il faut faire attention. Il y a une anecdote très célèbre chez les dominicains que nous aimons beaucoup, c'est saint Thomas, donc, que l'on disait être très naïf. Saint Thomas qui est plutôt futé, hein. Bien câblé comme gars, mais naïf, paraît-il. Puis un jour, il y a des frères, pour se moquer gentiment de lui, disaient « Ah, frère Thomas, vous avez vu, il y a une vache qui vole par la fenêtre. » Et frère Thomas va regarder. Donc là, évidemment, tout le monde regarde. Hein, et tout le monde se moque de lui. Et puis frère Thomas dit, vous savez, je préfère penser qu'une vache puisse voler plutôt qu'un frère puisse mentir. Ça calme l'ambiance. Mais c'est pas faux. Mensonge pernicieux, mensonge joyeux, et puis enfin, mensonge dit officieux. C'est le mensonge que nous faisons pour sauver un bien, la vie, la vertu, sans nuire à qui que ce soit. C'est un mensonge que nous faisons pour servir. Le but ainsi poursuivi, pernicieux, joyeux, officieux, vient augmenter ou diminuer la gravité du mensonge. Il n'en demeure pas moins que le mensonge, quel qu'il soit, est toujours ça veut dire toujours, hein. C'est vraiment toujours un péché. Le mensonge est toujours un péché. Alors oui, on peut dire j'ai fait un petit mensonge, c'était un petit mensonge de rien du tout, ça ne présente aucun intérêt d'ailleurs. Si vous mentez, autant vous mentiez pour un truc qui en vale vraiment la peine. Enfin, mentir pour un truc de rien du tout, c'est complètement crétin. C'est-à-dire qu'on fait un péché pour un truc qui n'en vaut pas la peine. C'est quand même dommage de blesser son âme pour ça. Pas trop faire, autant y aller franchement. Donc, pas la peine de dire c'est un petit mensonge, pas la peine de dire c'est pour servir. Oui, ça atténue, ça reste un péché. Et je rappelle ici, et ça c'est assez compliqué parce qu'il y a des cas limites difficiles à résoudre, qu'en morale chrétienne, la fin ne justifie jamais les moyens. Même pour une fin bonne, je n'ai jamais le droit de recourir à un moyen mauvais. Par conséquent, je ne peux jamais commettre un péché, même pour une fin qui est bonne. Alors c'est là où il va falloir parfois trouver des solutions pour m'en sortir et ne pas dire de mensonges sans pour autant être dans une situation qui peut être compliquée. Je mets de côté, par rapport à tout cela, la situation où je dis le faux, mais d'une manière qui est manifestement fausse. C'est-à-dire que je raconte une blague, si je vous dis qu'il y a un éléphant caché dans cette pièce, vous vous doutez bien que ce n'est pas vrai, ou alors que c'est une manière métaphorique, etc. Donc, quand il est évident pour tout le monde que c'est faux, il n'y a pas de problème. Sinon, on aurait des problèmes avec le théâtre et les comédiens, qui se font passer pour des choses qui ne sont pas. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Au théâtre, je sais que le Gus qui est en robe blanche avec un collier de bois à la taille, etc., c'est un acteur, ce n'est pas un vrai dominicain. Ici, normalement, vous pouvez vous dire, c'est un vrai dominicain. En tout cas, en ce qui me concerne. Pour les autres, je ne réponds pas, mais pour moi. Est-ce que c'est clair sur cette question de vérité et de mensonge? Oui? Bien. Nous allons voir maintenant, deuxième partie, les autres péchés de langue. Et là, c'est des choses qu'on connaît beaucoup moins bien. Autant vérité et mensonge, on repère à peu près,
On n'est pas toujours très carré sur le fait que le mensonge est toujours mauvais et on s'accommode assez facilement du mensonge. Mais bon, ça ira comme ça. Autant les autres péchés de langue, là, c'est plus flou. Par ces autres péchés de langue, nous nous attaquons donc à un bien ou à un droit d'une personne dont nous parlons. Et nous allons voir en l'occurrence 4 types de biens auxquels nous pouvons nous attaquer par la parole. Le premier bien auquel je peux m'attaquer chez quelqu'un est son honneur. Honneur, initialement, c'est ce qu'on appelait l'hommage également. Mon honneur est en moi, à la différence de ma réputation, on verra après, qui est en vous. Mon honneur est en moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que mon honneur? C'est le fait que j'ai le droit d'être honoré. Vous pourrez vous mettre à genoux pour... Non, c'est pas ça, pardon. C'est le fait que j'ai le droit que vous honoriez ma dignité d'être humain, que vous me considériez comme une personne humaine. Mon honneur, pour faire bref, c'est ça. Le fait d'être honoré dans ce que je suis, intrinsèquement. Mon honneur, et je le dis au passage, mon honneur est donc lié à ma dignité d'être humaine, à quelque chose d'être humain, donc à quelque chose qui est bon en moi. Je ne peux mettre mon honneur qu'en des choses qui sont bonnes. Je ne peux pas mettre mon honneur dans des crapuleries. Je ne peux pas mettre mon honneur, par exemple, à être celui qui a bu le plus de bière en soirée ou qui a chopé le plus de filles en soirée. Parce que parfois on le dit, mais c'est plus de l'honneur, ça c'est de la crapulerie. C'est pas digne d'honneur. L'homme ou la femme digne d'honneur ne met son honneur que dans le bien, exclusivement. Tout le reste est infra-humain. Ce qui vient s'attaquer à mon honneur par la parole, c'est ce qu'on appelle l'outrage ou l'injure. L'outrage ou l'injure, c'est un déshonneur infligé à autrui en ne faisant pas cas de lui. Je néglige chez l'autre son droit d'être considéré comme une personne. C'est par exemple le fait d'ignorer quelqu'un quand je le croise. Le fait de ce qu'on appelle snobber. Je passe une soirée en ignorant cette personne. Ils sont en train de discuter à 3 ou 4, je dis bonjour à tous sauf un. Je porte atteinte à son honneur. Cet honneur va donc supposer le fait de porter atteinte, l'outrage va supposer de porter atteinte à l'honneur avec l'intention d'offenser. Et avec des propos offensants, ça peut être aussi par des chants diffamatoires, des clameurs publiques, etc. Quand on scande dans la rue des slogans contre certaines personnes qu'on peut ne pas aimer, que vous scandiez Macron démission, pourquoi pas, que vous scandiez Macron sale, je ne sais trop quoi, non, on n'est pas dans le même registre. Cet honneur est un bien plus important que les biens matériels. Et saint Thomas d'Aquin considère que l'outrage est toujours un péché grave qui va demander une réparation proportionnée, c'est-à-dire de demander pardon, et si l'outrage a été fait publiquement, la réparation est publique. On en reparlera. De notre côté, si nous sommes outragés, le mieux est de garder le silence et de faire preuve de patience. Jésus est outragé, il se tait. C'est l'attitude la plus sainte. Cela dit, il peut être justifié que nous répondions à l'outrage, soit pour le bien de celui qui nous outrage, en fait, c'est pour mettre un stop et pour éviter que l'autre ne commette de péchés de plus en plus graves,
soit pour le bien d'autres personnes, témoins de cela, qui pourraient être blessées, elles, dans leur progrès spirituel, d'entendre l'outrage. Premier bien auquel je m'attaque, l'honneur de la personne, c'est-à-dire son droit d'être considéré comme une personne et avec toutes les qualités qui sont les siennes. Deuxième bien auquel je peux m'attaquer par la parole, c'est la réputation. Je l'évoquais tout à l'heure, l'honneur est chez celui qu'on honore. Mon honneur est en moi, c'est ma dignité à moi. La réputation, en revanche, n'est pas en moi. Ma réputation est en vous. La réputation, c'est l'image que vous faites de moi. Mais, bien que ma réputation soit dans votre esprit, j'ai quand même, moi, un droit à ma réputation. D'accord ? J'ai le droit à la réputation, c'est-à-dire j'ai le droit à une juste estime de votre part. Ce droit à la réputation va varier selon les situations. Et notamment, il y a un grand facteur déterminant, c'est le droit à la réputation d'un innocent ou d'un coupable. L'innocent a un droit à sa réputation, a sur sa réputation un droit inconditionné. Je ne peux jamais porter atteinte à la réputation de quelqu'un d'innocent. Pour une personne qui est coupable, c'est autre chose. Cette personne, celui qui a mal commis, qui a mal agi, celui qui a commis une faute, quand je dis coupable, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a été condamné par la justice, c'est quelqu'un qui a mal fait quelque chose. Cette personne perd sa réputation au moment même où sa faute est connue. Et la question délicate va être dans quelle mesure il appartient de divulguer ou non la faute d'autrui. J'apprends tel fait concernant telle personne, ou je suis témoin de tel fait concernant telle personne, dans quelle mesure est-ce que je dois ou non le dire? Parce que entre le fait de ne jamais le dire et si ça se trouve de conduire d'autres personnes dans une situation embêtante, je sais que ce garçon est un voleur qui arnaque, qui sort avec des filles pour voler leur porte-monnaie. Ok. Bon. Porte-monnaie n'est pas le bon terme. Pour voler ses bijoux. Et je le vois en train de rôder près d'une fille. Il est sûr que si je dis rien sous prétexte que je ne veux pas porter atteinte à l'honneur, à la réputation du gars, je vais porter atteinte indirectement au bien de la fille. Ça ne justifie pas pour autant que je dois claironner sur tous les toits, attention, machin bidule, etc. Et donc c'est là où il va y avoir un discernement assez compliqué de savoir ce que je peux dire, ce que je dois dire et à qui je dois le dire. Notamment parce que je ne peux pas perdre de vue que l'autre peut aussi se racheter. Et que si l'autre a perdu sa réputation, ça va être beaucoup plus compliqué de se racheter. L'atteinte à la réputation, le péché qui atteint à la réputation, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Diffamer, c'est donc nuire à la réputation d'autrui, noircir la bonne opinion que les autres ont de quelqu'un et auquel cette personne a droit. Cette diffamation peut se faire soit directement, parce que je vais attribuer à l'autre des choses qui ne sont erronées, ou je vais augmenter ses fautes. Cette personne qui a volé une fraise Tagada en supermarché, je suis en train de dire qu'elle a commis le casse du siècle dans une banque. J'attribue à l'autre des choses qu'il n'a pas faites, j'amplifie ses propres péchés. Je peux aussi, et ça peut nous arriver, et c'est aussi compliqué, révéler des secrets que l'autre m'a confiés. J'ai nui à la réputation d'une personne en colportant un secret. Et puis enfin, je peux nuire à la réputation en diffamant parce que je prête une mauvaise intention à la personne qui a fait du bien. Cette personne qui a fait l'aumône dans la rue et dit oui, mais enfin tout ça, il l'a fait par orgueil pour se faire voir, etc. Et je peux aussi nuire à la réputation en diffamant, non plus directement, mais indirectement,
notamment par la mauvaise foi, la réticence. Oh, ce gars, qu'est-ce qu'il est bien du... Ouais, tu crois vraiment? Ah bon, si tu penses. Une manière déjà d'instiller un doute qui nuit à la réputation. L'honneur, la réputation. Troisième bien auquel j'ai droit, l'amitié. L'amitié est pour nous un bien précieux et nous en avons besoin. Sans amitié, nous ne pouvons pas vivre. Et nous avons tous droit à ce que nos amitiés soient respectées. Ce n'est pas un droit envers l'ami, c'est envers les autres. C'est-à-dire que les autres ont le devoir de respecter mon droit d'amitié avec telle ou telle personne. L'atteinte à ce droit, c'est la zizanie. C'est le fait de brouiller les amis entre eux. Alors, il y a quelque chose de proche avec la diffamation. Point commun, c'est que dans les deux cas, il s'agit de dire du mal, et généralement à l'insu de la personne. Sauf que le but n'est pas le même. Dans la diffamation, je veux atteindre la réputation. Dans la zizanie, je veux brouiller l'amitié. Après, ça peut aller de pair. Hein. J'ai voulu nuire à la réputation parce qu'en plus de ça, j'ai voulu mettre la brouille entre les amis. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais en fait, à chaque bien et donc à chaque péché, nous augmentons en gravité. Donc, la zizanie est plus grave que la diffamation, qui est plus grave que l'outrage. Enfin, dernier bien, et le bien peut-être le plus précieux que nous avons de ce point de vue-là, c'est la confiance en nous. Cette confiance est déterminante parce que si on s'attaque à la confiance que je me fais, ben je suis paralysé, je ne peux plus agir. Pour pouvoir agir, notamment pour pouvoir faire le bien, j'ai besoin d'avoir confiance en moi. Et si on porte atteinte à la confiance que je me fais, ben en fait, on me sape dans ce qui est le moteur même de ma vie. Elle est l'un des biens les plus précieux que je puisse posséder. L'atteinte à cette confiance en soi, c'est ce qu'on appelle la moquerie. C'est le fait de s'attaquer à quelqu'un en essayant de le décontenancer. Pousser la personne à douter d'elle-même, à se replier. Fragiliser la personne dans l'assurance qu'elle a d'elle-même en instillant un sentiment d'infériorité, un complexe, une insuffisance, etc. Elle va souvent se faire par mode de jeu. Le moqueur est celui qui se joue de celui dont il se moque, notamment en riant ou en faisant rire à propos d'un défaut ou de quoi que ce soit. Le moqueur, c'est celui qui cherche à rire d'eux, et c'est ce qui fait que la moquerie est également ce qu'on appelle la dérision, rire à propos d'eux. Alors, attention, la moquerie se distingue de l'humour, le fait que nous puissions plaisanter, taquiner quelqu'un. Que nous nous taquinions, que nous plaisantions quelqu'un et que nous nous plaisantions les uns et les autres, c'est pas gênant. Là, dans la taquinerie, dans l'humour, l'objectif c'est de mettre une bonne ambiance, rigolote, pas de nuire. Dans la moquerie, il y a l'intention de nuire. Je veux faire de l'autre un sujet de plaisanterie. Vous avez un film redoutable qui commence à dater maintenant, mais qui met ça admirablement bien en scène, qui s'appelle Ridicule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un film qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, et c'est sur l'ambiance de la cour, avec justement le fait de chercher à faire des bons mots, des jeux de mots, pour tourner en ridicule les autres. C'est redoutable. Et ça conduit d'ailleurs certains personnages au suicide. Saint Thomas, alors certes, nous pouvons plaisanter. Saint Thomas précise toutefois qu'il y a trois choses dont on ne plaisante jamais. Premièrement, on ne plaisante jamais de tout ce qui concerne Dieu,
et les choses sacrées. Deuxièmement, on ne plaisante jamais quelqu'un sur sa vertu, parce que justement c'est très déstabilisant. Quelqu'un a bien fait et on se moque de la personne qui a bien fait. Ben, la personne n'osera plus bien faire après. Et troisièmement, on ne se moque pas du malheur d'autrui. Notamment parce que plaisanter du malheur d'autrui, c'est aussi une manière de considérer ça comme insignifiant, alors que c'est un malheur pour l'autre. Vous avez bien repéré, outrage, diffamation, zizanie, moquerie. C'est clair? Quelle est maintenant l'appréciation morale de tout ça? Vous doutez que c'est pas bien, hein, ça vous l'avez compris, j'imagine que globalement il faut éviter. Pas que globalement d'ailleurs, même dans l'état, il faut vraiment éviter. Ce sont tous, sans exception, des péchés graves. Plus graves même que le vol. Plus grave, grave et même plus grave que le vol, c'est-à-dire que fait librement et consciemment, ça qualifie ce qu'on appelle un péché mortel. C'est pas rien. C'est dans cette catégorie-là. C'est aussi grave que manquer la messe du dimanche ou la pornographie et masturbation. C'est catégorie péché mortel. Voilà, pour donner les catégories connues. Ou le fait de se bourrer la gueule. C'est le même principe. Alors, sauf que, il faut être honnête, ce sont des péchés qui peuvent aussi facilement nous échapper. J'ai sorti la petite phrase, j'ai pas fait attention, etc. Donc là, on n'est déjà plus dans le librement et consciemment. Et puis parfois, c'était la toute petit truc. Voilà. Donc, il peut y avoir une nuance dans la matière. Il est bon de repérer que le péché ici n'est pas seulement du côté de celui qui parle. Ça, c'est pas drôle. Ça peut aussi être du côté de celui qui écoute. Parce que si j'ai prêté l'oreille à la diffamation, la zizanie, machin bidule, il y a une forme de complicité. Hein. Je n'insiste pas plus. Et puis, il y a un dernier élément qui vient compléter tout ça, c'est selon si en plus de ça, ce que je dis est vrai ou faux. C'est là la grande différence entre médisance et calomnie. La médisance, c'est dire du mal, mais c'est vrai. La calomnie, c'est dire du mal, et en plus de ça, c'est faux. Ça, c'est vraiment le combo gagnant. Petite atténuation, lorsque l'un ou l'autre de ces péchés a été fait sans intention de nuire, voire avec une intention bonne. Parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai nui à la réputation d'une personne, mais parce que de fait, cette personne est une crapule et que j'ai voulu mettre en garde une personne qui allait se faire avoir, se faire piéger, souffrir. Cela peut donc se comprendre. Et là, il n'y a plus de péché. Ça suppose cependant beaucoup de tact et de prudence. En gros, pour pouvoir dire du mal de quelqu'un, première condition, il faut que ce soit vrai. Deuxièmement, il faut que ce soit nécessaire en vue d'un bien. Et que troisièmement, ce soit proportionné. Je peux parfois arriver à protéger une personne d'une situation embêtante sans nécessairement déballer toute la situation. On n'est pas nécessairement obligé de se répéter, de rentrer dans tous les détails pour montrer à quel point la situation est catastrophique. Si il m'arrive de me planter, on est tous pécheurs, ça peut arriver, c'est pas dramatique. La condition ensuite, c'est qu'il va falloir non seulement se confesser, mais aussi réparer. Et réparer auprès de la victime. Selon ce que j'ai fait. Je vais voir ceux à qui j'ai mal parlé et je vais dire que j'ai menti, je vais dire que je me suis trompé, que j'ai noirci la réputation, je vais dire du bien de la personne. Voilà. Il m'appartient de réparer. J'ai ce devoir, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas optionnel. J'ai le devoir de réparer. Et je redis aussi ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est proportionné. C'est-à-dire que si
l'outrage, si le péché de langue a été commis publiquement, il m'appartient de réparer publiquement. Il ne suffit pas simplement que j'aille voir la personne en disant je suis désolé, j'ai dit du mal de toi, mais que publiquement, je demande pardon et que je répare le mal que j'ai fait. Non seulement que je répare, que je corrige la vérité, mais que j'en corrige également les conséquences si besoin. Si le mal que j'ai dit fait que telle personne a perdu son travail, ou que telle personne a dû rompre ses fiançailles ou rompre une amitié, une relation amoureuse à cause de ce que j'ai dit, ben, j'ai un petit devoir de réparation vis-à-vis de ça aussi. Hein. D'où l'importance et l'embêtement d'ailleurs avec la calomnie. Vous connaissez peut-être, la calomnie, médisance, etc., vous connaissez peut-être cette histoire de confession de Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, qui est un saint très drôle et qui a beaucoup d'humour, etc. Un jour, une dame vient se confesser d'avoir donc dit du mal de quelqu'un. Et Saint Philippe Néri dit, bah, comme pénitence, vous allez plumer un poulet sur la place publique et quand vous aurez fini, vous reviendrez me voir. La dame est un peu étonnée comme type de pénitence, donc bah, elle plume son poulet sur la place publique et puis elle revient et elle dit, bah, voilà, je vous rapporte le poulet. Elle dit, bah, maintenant, vous allez rassembler toutes les plumes pour qu'il n'en manque aucune. Ben, c'est pas possible, j'étais sur la place publique, il y avait du vent, les plumes sont parties. Ben voilà, votre médisance, c'est ce qui s'est passé. Ce que vous avez dit, c'est parti, et ben, ce sera compliqué de tout réparer. C'était d'ailleurs ce que Voltaire a très bien compris quand il disait calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donc faisons attention parce que la réparation à laquelle nous sommes tenus, ben, on aura du mal à vraiment bien réparer. Une petite nuance par rapport à la réparation, en tout cas un point auquel il faut faire attention, c'est si la personne a déjà pardonné, ça ne demande pas nécessairement la même réparation, et surtout si c'est quelque chose qui est ancien et le fait de faire une démarche de réparation va finalement réactiver un souvenir qui va causer plus de dégâts que la réparation elle-même. Des choses qui ont pu être pacifiées, la personne est passée outre, et puis tout d'un coup le fait d'en reparler 30 ans après, et puis publiquement et autres, peut encore plus blesser la personne. Donc ça, c'est à discerner au cas par cas. Ce n'est pas le sujet le plus drôle, on est d'accord. Ce n'est pas le sujet c'est plutôt un sujet qui peut plomber un peu le moral. C'est quand même bon d'être formé sur cette question. Ensuite, n'oubliez jamais, et ça c'est très important, à tout péché miséricorde. Le plus important est de se convertir pour ensuite, petit à petit, justement, respecter la vertu, progresser dans l'ordre de la vertu, et notamment dans la vertu de vérité. Ça va être ça, l'élément déterminant. Le plus important est que, à travers tout cela, vous fassiez toujours grandir en vous le désir et l'amour de la vérité.